L'environnement. C'est un sujet dont nous entendons parler tous les jours, alors qu'il se faisait discret il n'y a pas si longtemps. Nous sommes un groupe d'étudiants au collégial impliqués quotidiennement dans la promotion du développement durable au sein de notre société. Voulant sensibiliser notre entourage et en apprendre plus sur les initiatives locales, nous nous sommes demandé quelle place prennent les valeurs environnementales dans l'entrepreneuriat québécois. Pour répondre à cette question, nous nous sommes tournés vers des entrepreneurs responsables œuvrant dans la région de Québec et du Bas-Saint-Laurent. Afin de mieux comprendre les aspects plus théoriques de l'entrepreneuriat responsable, nous avons aussi bénéficié de l'aide de Mathias Pépin, professeur à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. Commençons donc par écouter sa définition de l'entrepreneuriat responsable. L'entrepreneuriat responsable, ça consiste à revisiter les modèles d'affaires du passé pour les rendre plus viables économiquement, plus justes socialement et plus durables au point de vue environnemental. Il y a deux grandes dimensions qu'on va associer à cette notion d'entrepreneuriat responsable. Ce sont la conscientisation d'une part et la responsabilisation d'autre part. La conscientisation, c'est quoi? C'est l'idée d'être sensibilisé à toutes les problématiques économiques, sociales et environnementales qui constituent notre siècle. Cela dit, la conscientisation, ce n'est qu'un aspect. On est tous conscientisés sur toutes sortes d'affaires et pourtant on ne prend pas nécessairement des décisions, on ne pose pas des actions qui vont dans ce sens-là. Pour donner un exemple un peu caricatural, on est tous conscients que l'huile de palme est extrêmement dommageable pour toutes sortes d'écosystèmes, pour les grands singes, et pourtant on continue tous à consommer des produits qui contiennent de l'huile de palme. La conscientisation, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Pour faire un pas supplémentaire, qui est celui de la responsabilisation, c'est-à-dire de poser vraiment des gestes et de prendre des décisions qui vont dans le sens de nos prises de conscience successives. Tel que nous le présente Mathias Pépin, le premier pas vers l'entrepreneuriat responsable est la conscientisation. Voyons comment Catherine Trudel-Guy, copropriétaire de l'Escargot Gourmand, un commerce au détail zéro déchet, arrive à placer la conscientisation de la clientèle au cœur de ses activités. Nous, on est à la base des nutritionnistes, donc on a toujours l'intérêt de rendre les habitudes alimentaires, mais les habitudes de vie aussi plus saines chez les gens. Donc, on est vraiment implanté dans une petite communauté. Les gens rentrent ici, ils se sentent chez eux. On a un partage de connaissances avec eux, puis c'est ça vraiment qu'on essaye d'insuffler là, à notre entreprise. Donc, c'est pas juste un endroit pour venir faire son épicerie, mais c'est vraiment une place où on peut échanger avec les gens, puis les aider ou les influencer positivement aussi dans la recherche d'une alimentation qui est plus santé et un mode de vie aussi qui l'est également. Pour nous, le développement durable, c'est vraiment par rapport à l'influence qu'on a sur la communauté, les gens qui viennent dans notre épicerie, qui consomment ici. On le voit beaucoup comme un partage de connaissances, des petits changements. On vient semer des graines là, qui éventuellement peuvent avoir un effet qui est à plus large échelle. Si on a des gens qui changent un petit peu leur mentalité puis qui veulent qu'il y ait des changements à d'autres niveaux, bien, ça va partir justement de petites entreprises là, comme ici. Il y a beaucoup de façons pour intégrer le développement durable à l'entrepreneuriat. La façon qu'on lit souvent dans la littérature scientifique, ça va être de partir de ce qu'on appelle une opportunité de durabilité. Au départ de l'entreprise, l'opportunité d'affaires sur laquelle on va travailler est déjà porteuse en elle-même de la capacité de créer de la valeur au point de vue économique, social et environnemental. Une autre façon, c'est au moment de faire la commercialisation. Une fois qu'on va commercialiser concrètement notre produit ou notre service, il va arriver toutes sortes de situations qui pourraient nous faire privilégier seulement la dimension économique parce qu'on veut faire survivre notre projet à très court terme. Et ici, ce qui intervient, c'est ce qu'on appelle la prise de décision responsable, qui va être une façon, dans le fond, de faire un arbitrage face aux problématiques qui surviennent dans un projet pour essayer de considérer tout le temps les dimensions économiques, évidemment, c'est important, mais aussi sociales et environnementales dans l'ensemble des décisions qu'on prend, pour essayer d'intégrer toujours un peu plus le développement durable au cœur de la mission de notre entreprise. On comprend maintenant que le développement durable doit être considéré dans l'ensemble des décisions d'une entreprise. Nous avons donc demandé à Nathan Debates, présidente des Jardins du Clocher, et à Louis Guillemette, coordinateur de Crac Bitume, de nous partager leur vision du développement durable. Pour moi, ça parle beaucoup d'empathie. Tu ne peux pas faire de développement durable si tu n'as pas d'empathie envers d'autres secteurs économiques ou d'autres secteurs humains, vers d'autres humains, vers ton voisin, vers ton collaborateur, vers tes employés, vers ton boss. Tu sais, le développement durable, ça prend la communication, le dialogue, mais aussi l'empathie. Je pense que le développement durable, ça pousse les gens à travailler plus ensemble.
C'est sûr qu'on ne peut pas être contre le développement durable, mais dans un sens, on aimerait ça aller plus loin pour rendre une société où les citoyens et citoyennes sont engagés, puis sont finalement des éco-citoyens, dans le sens qu'ils sont concernés par le futur de la planète, puis sont prêts à faire des gestes au quotidien. Mathias Pépin nous expliquera maintenant quels facteurs poussent les entreprises à agir. Il y a 4 façons finalement d'intégrer le développement durable pour une entreprise. Il y a l'entreprise qui est réactive. Elle va juste s'adapter aux exigences réglementaires. Donc, s'il y a une loi, elle va dire « Oh, faut que je change quelque chose dans mon modèle d'affaires pour m'adapter ». Après ça, il y a ce qu'ils appellent la traditionnaliste. Elle va être en avant des règlements ou des lois, mais elle va le faire simplement pour des raisons économiques, parce qu'elle voit une opportunité de faire des profits par rapport à cette intégration-là. L'autre catégorie, c'est les PME qu'ils appellent stratégiques. Elles vont intégrer le développement durable avec une forte innovation, mais pour s'assurer un positionnement concurrentiel. Finalement, il y a la PME militante, qui n'est pas tellement innovante, pas toujours innovante, mais qui a une intégration vraiment profonde du développement durable dans sa mission et dans ses propositions de valeur. Plusieurs entreprises et organismes aspirent à faire une véritable différence pour leur environnement. Mais les citoyens ont également leur part de responsabilité. Solange Morneau, directrice générale par intérim de Coeco, et Francis Foy, responsable des écocentres de Coeco, nous expliquent comment ils intègrent les citoyens de l'Apocatière au cœur de leurs activités. La ville de l'Apocatière a été prise en exemple. Ça a été le premier écocentre. Il y a eu un conteneur, 2 conteneurs s'est ajouté dans la première année, 3e conteneur, 4e conteneur. Aujourd'hui, on en a 9. On parle de 5 écocentres qui génèrent à peu près 5 000 à 6 000 tonnes de matière récupérée. Un volume qui a explosé dans les 2 dernières années. Il y a eu une croissance de 60 % de la matière gérée dans les écocentres. C'est les citoyens qui viennent porter leurs affaires dans les écocentres. On veut intégrer les institutions, les commerces et les industries pour faire la même chose dans un lieu commun qui est l'écocentre. Donc, au lieu d'avoir juste une clientèle citoyenne, tu as une clientèle industrielle, commerciale, institutionnelle aussi. En arrière de moi, vous avez une fenêtre. Et cette fenêtre-là vient d'un patrimoine. Il ne faut jamais oublier que le Kamouraska est une région qui a un historique de plus de 350 ans. Ce que nous avons fait, nous, on récupère ces matières-là. On ne les envoie pas dans un site d'enfouissement. On ne les envoie pas non plus dans un centre de tri. On les retravaille pour pouvoir les revendre à ceux qui ont acheté une maison. Si on est capable de donner une deuxième vie à une porte, une fenêtre, on est encore plus gagnant. Et si on ne peut pas lui donner une deuxième vie, bien c'est là qu'on va passer à la transformation. Coeco nous a bien illustré comment aider les citoyens à mieux intégrer le développement durable dans leurs habitudes de vie. Mais comment évalue-t-on l'intégration du développement durable en entrepreneuriat? De la même façon qu'on doit équilibrer les coûts et les revenus dans une entreprise pour être rentable et avoir plus de revenus que de coûts. Dans une entreprise, pour être responsable, il faut avoir plus d'impact positif au point de vue économique, social et environnemental que les impacts négatifs. Il s'agit de mettre ces impacts-là dans une balance et d'essayer d'être plus positif que négatif. Ce principe soulève une autre question. Comment une entreprise influence-t-elle concrètement sa communauté? Coeco et les Jardins du Clocher en sont de très bonnes illustrations. Voyons donc ce qu'ils en pensent. La fenêtre ici, c'est une fenêtre qui a peut-être 350 ans. Alors nous, quand on l'a sorti de l'écocentre, on l'a réparé, on a montré à des adolescents comment isoler, comment nos ancêtres isolaient les fenêtres. Et on est allé dans une école, dans des classes au Kamouraska, puis on leur a dit, dites-nous, c'est quoi la fenêtre de l'avenir? Ma langue maternelle, c'est le néerlandais, mais j'aime beaucoup le québécois, puis les expressions québécoises. Il y a une expression qui dit « tant vaut le village, tant vaut le pays ». Ce que ça veut dire, c'est que si tu agis localement, automatiquement, tu as un effet multiplicateur. Tu émets quelque chose vers l'ensemble de ton pays ou l'ensemble de ta planète. J'aime pas les gens qui parlent toujours du développement durable d'une façon très conceptuelle s'ils ne font rien. Et parfois, c'est des gestes très petits qui enclenchent un développement ou qui enclenchent un changement. Et moi, je trouve que ce projet-là, ça, c'est comme un geste petit dans un petit village, dans une petite région qui, on espère, va faire des bébés. Mais il faut commencer par le village, puis après ça, penser au pays ou penser à la planète. Sur ces beaux mots de M. Debetz,
Nous avons demandé à notre professeur quel impact peut avoir l'intégration du développement durable par quelques entreprises sur l'économie. De temps en temps, il y a une entreprise brillante qui va révolutionner un secteur. On peut penser par exemple à Tesla, la compagnie de voitures. Ça fait des années qu'on parle de voitures électriques. Ça n'a jamais bougé jusqu'à ce que Tesla arrive dans le décor puis vienne brasser tout le monde. Tous les constructeurs automobiles riaient de Tesla au début, puis là aujourd'hui ils disent « Oh, ok, il y a vraiment quelque chose là, il faut qu'on se tourne par là ». Aujourd'hui ils proposent tous des modèles électriques ou minimalement hybrides dans leur flotte de véhicules. De manière plus générale, l'innovation ou le changement, il arrive de manière incrémentale par de petites innovations qui, mises bout à bout, vont faire un changement important. Message d'espoir, mais aussi réaliste. Les récentes flambées de l'action de Tesla mettent en lumière un intérêt grandissant pour la responsabilisation dans le secteur privé. Simon Piloto et Fanny Lacasse-Pelletier, copropriétaires des Jardins du Haut-Pays, et Jennifer Oxon, directrice des communications chez Pure, observent cette conscientisation à l'échelle locale. Dans notre clientèle, sur nos 80 abonnés, on a des étudiants, on a des retraités. C'est entre 20 et 80 ans. Puis il y en a qui sont pas nécessairement conscients à 100%, mais ils le découvrent, puis c'est ça qui est beau. Ouais, beaucoup de témoignages de clients qui ont découvert des légumes qu'ils n'avaient jamais goûtés, qu'ils n'avaient jamais vus. Des parents qui nous ont dit « J'ai de la misère d'habitude à faire manger mes enfants des légumes. » Puis là, parce qu'ils viennent choisir leurs légumes à la ferme, là, ils mangent des légumes maintenant. Nous, le choix qu'on a fait, c'est de faire ce projet-là en bio. Mais dans les faits, il y a plein de gens qui, quand ils se sont inscrits avec nous, là, personne n'a demandé si c'était bio ou pas. Puis comme on n'avait pas la certification à ce moment-là, on pouvait pas afficher biologique. Les gens nous ont fait confiance, ils ont embarqué quand même, tout ça. Puis là, il y en a plusieurs là-dedans qui avaient le préjugé que le biologique était trop cher ou pas accessible, tout ça. Puis dans le fond, ils en ont mangé tout l'été du bio. J'espère que ça va changer un petit quelque chose. Au moins, si on est capable de recréer un circuit plus court autour de nous autres, puis que ça peut influencer un peu d'autres productions autour de nous, tant mieux. Dans les 12 derniers mois, Pure a permis de réutiliser 1 million de bouteilles. Puis ça, c'est un impact énorme. Toutes les fois qu'un bidon 20 litres est terminé en magasin, on le récupère, on le ramène ici à l'usine de Saint-Alexandre de Kamouraska, on l'assainit et on le remet en circulation. Et de cette façon-là, nos camions ne sont jamais vides. Si on a le pouvoir de changer les choses, oui. On est tannant, on en parle d'environnement, ce n'est plus tabou. Les médias en parlent, la communauté sur les réseaux sociaux en parle. Les gens veulent des changements. Puis je pense que c'est plus juste un geste individuel maintenant. C'est un geste où ce que les entreprises doivent poser des actions. C'est ce qu'on essaie de faire à notre façon, mais on le fait, puis on assume très bien aussi. Pour toutes les entreprises que nous avons eu la chance de connaître, la protection de l'environnement se doit d'être mise de l'avant. Mais est-ce toujours facile? Quels sont les défis qui touchent particulièrement les entreprises qui tentent d'être plus responsables? D'abord, la réglementation joue un rôle très important dans le secteur d'activité. Si on a une réglementation qui est très peu contraignante, ça va pas pousser les gens à faire des efforts particuliers pour le développement durable. La concurrence joue un rôle important, on vient de le voir là, par exemple Tesla qui fait bouger l'ensemble du secteur, mais ça peut aussi avoir un effet pervers. Prendre des décisions responsables, c'est pas toujours viable financièrement. Parfois, ça coûte plus cher. Par exemple, si je veux produire localement par rapport à produire en Chine, ça va me coûter plus cher. Si prendre cette décision-là, ça me fait avoir un produit qui coûte extrêmement cher par rapport à ce qui est offert sur le marché de manière moins responsable. Il y a peu de chances que je fasse fureur avec mon produit. Et ça met aussi en évidence la capacité ou la volonté des consommateurs de payer le juste prix pour ce qu'ils consomment. Nous comprenons maintenant que le développement durable vient avec son lot d'obstacles. On peut alors se demander quelle est la voie que celui-ci devrait suivre pour continuer son expansion dans le secteur entrepreneurial et y rester à long terme. Quel est votre plus grand défi en tant qu'entreprise responsable? Que ça dure. Ouais, que ça t'offre. Dans le temps, c'est quand même toujours limite autour de nous autres, là, d'être pris par des plus gros entrepreneurs qui voient le modèle, qui se lancent là-dedans en plus grande surface. Quand les gens font affaire avec nous, ils viennent chercher pas juste un produit consommable, ils viennent chercher une expérience. Puis je pense qu'elle a la différence. Le défi, c'est de faire durer ça, sans travailler 160 heures par semaine. Mettons juste 100, c'est correct. Oui, parce qu'il y a ça aussi, notre souci d'être en mode durable. Ouais. Ça veut dire moins de pétrole, donc utiliser un peu moins le tracteur qu'on le ferait en grande surface. Mais là, si tu le fais pas en tracteur, tu le fais à la main, c'est plus long. Fait que c'est vrai aussi là, de doser l'énergie
versus le gaz, le diesel, peu importe que tu vas utiliser pour la machinerie. C'est un bel équilibre à trouver là, pour que tes actions représentent tes valeurs, mais qu'en même temps, tu t'épuises pas parce que tu pourrais donner un coup de tracteur et ça ferait la job. Je vais le dire en anglais parce que c'est plus parlant. On parle de 3 grands concepts qui sont scale up, scale down et scale deep. Et je vais vous dire ce que j'entends par là. Donc, scale up, c'est l'idée de dire, à travers nos projets d'initiative d'entrepreneuriat responsable, on peut impacter les politiques. Le scale down, c'est de dire, on veut impacter le plus de monde possible. Il faut quand même reconnaître que l'impact pour le moment de l'entrepreneuriat responsable, il est relativement limité pour les raisons qu'on a données tout à l'heure, l'accessibilité, le prix, etc. Et que tant qu'on ne touchera pas plus de monde avec les initiatives d'entrepreneuriat responsable, on va demeurer dans un rythme de changement qui pour le moment est quand même assez lent. Le scale down, à mon avis, c'est très très important, c'est de réussir à démocratiser les initiatives d'entrepreneuriat responsable pour toucher un maximum de consommateurs. Et le scale deep, c'est l'idée de transformer en profondeur la culture de manière générale. Dans le monde des affaires, ça peut vouloir dire de transformer les façons de faire des gros joueurs dans l'entreprise et de transformer les consommateurs également. Comme nous l'explique bien M. Pépin, l'entrepreneuriat responsable peut encore augmenter ses effets sociétaux, mais cette tâche d'ampleur peut sembler insurmontable. Nous avons donc demandé aux entrepreneurs interviewés s'ils percevaient une évolution dans leur milieu. Moi, je travaille depuis 2011 ici à Craigtube, fait que j'ai vu l'évolution. Je considère qu'au départ, là, on joignait plus des gens qui pensaient déjà un peu comme nous, des gens qui étaient comme plus de notre groupe d'âge, plus de notre scolarité. C'était comme des gens un peu convaincus, si on peut dire. Alors qu'aujourd'hui, je trouve qu'on rejoint vraiment plus de gens d'horizons variés. Ça s'est diversifié vraiment, les gens qui participent à nos activités. Avec Facebook, on peut avoir des statistiques maintenant. Puis les femmes plus âgées qui nous suivent plus. Ça marquait bien l'évolution, que de plus en plus de gens qui sont ouverts à ce genre d'idées-là, puis qui veulent faire quelque chose, qui s'intéressent aux alternatives, puis à ce qu'on propose là. On a une communauté qui est vieillissante. On le sait, là, le Kamouraska et le Bas-Saint-Laurent, c'est parmi les plus vieilles régions au Québec. Je me demande c'est quoi le changement que je souhaiterais. C'est que j'aimerais ça, que ce soit plus équilibré et qu'on ait plus de jeunes familles, de jeunes comme vous, qui viennent s'établir ici parce qu'ils disent OK, il y a un beau village, il y a des choses qui se passent, il y a des activités, j'ai de la place pour moi-même contribuer. Il y a donc de l'espoir chez les entrepreneurs interviewés. Cet optimisme et cette persévérance nous ont poussés à nous demander si les entreprises comme les leurs ont un réel pouvoir d'impacter notre société. M. Pépin nous a donc expliqué quel rôle les entreprises ont dans le progrès social, environnemental et économique au Québec. Parce qu'avec raison, jusqu'à un certain point, on a beaucoup blâmé les entreprises pour le rôle qu'elles jouent dans toutes les problématiques économiques, sociales et environnementales actuelles. Puis c'est vrai, il ne faut pas le nier. Cela dit, je pense qu'il faut aussi montrer qu'il y a des entreprises qui ont fondamentalement à cœur le développement durable et qu'elles ont un rôle à jouer, au même titre que les initiatives individuelles, au même titre que les politiques, mais les entreprises ont aussi un rôle à jouer pour atteindre les objectifs du développement durable. L'entrepreneuriat responsable est donc bien présent au Québec. Les entrepreneurs que nous avons rencontrés en cours de route témoignent bien de l'impact que peuvent avoir les petites initiatives, tout particulièrement lorsqu'elles sont mises bout à bout. Cette tendance vers la durabilité est également présente au niveau universitaire par l'implication et les recherches des professeurs comme Mathias Pépin. Bien que le chemin soit encore long avant que l'économie et la société québécoise atteignent un parfait respect des valeurs du développement durable, les projets de Crac Bitume, des Jardins du Clocher, de Pur, de l'Escargot Gourmand, des Jardins du Haut-Pays et de Coeco donnent bon espoir. Nous retenons donc de ces rencontres qu'il existe autour de nous une multitude de projets d'entrepreneuriat responsable et que nous avons tout avantage à les encourager. Après tout, acheter, c'est voter.